Arnaud, Hey Dominique, how are you? très très bien. Alors aujourd'hui, il est 9 heures à New York. Tu es à New York. Ici, il est 15 heures en France. Je te remercie de représenter un petit peu les USA sur la chaîne de la VAP à l'occasion de cette série Mondo VAP. Alors je rappelle qui tu es. Tu es Arnaud Dumas de Roli. Tu étais secrétaire général aux relations internationales de la FIVAP, ou tu es toujours? Je suis toujours représentant international pour la FIVAP, Oui. et ancien président de la FIVAP également. Oui, il est vrai aussi. Tu es actuellement le patron de Blink Group, The Exactement. Blink Group, voilà, un petit peu aussi dans la VAP. Tu es aussi actuellement président de la commission de la normalisation ISO. Et tu es aussi le président SEN de la normalisation de la VAP en Europe. C'est ça, le SEN et l'ISO, donc des boulots très passionnants Voilà. avec beaucoup de pays. Alors aujourd'hui, le pays qui nous intéresse, c'est les USA. Alors c'est un grand pays. Vous êtes donc un pays fédéral. Ce qui se passe dans un État ne se passe pas forcément dans l'autre et réciproquement. La première question, c'est comment va la VAP aujourd'hui aux États-Unis? Eh bien, la VAP aux États-Unis ne va pas très très bien pour plusieurs raisons. Et j'ai envie de dire, la première, c'est vraiment tout ce qui est réglementation. Et quand je vois que en Europe et parfois même en Asie, on a des pays qui remboursent la sécurité sociale ou les assurances remboursent les fumeurs d'un certain montant pour acheter du matériel pour vaper, ici la VAP est toujours démonisée. Et je pense que la principale raison, c'est que cette VAP, elle est vue comme une passerelle. Et elle est vraiment considérée par le public et par les législateurs américains comme émanant de l'industrie du tabac. Ce qui est complètement faux. Quelles actions vous menez pour leur dire non, vous voyez, il y a des études sur l'effet passerelle. Résultat de l'étude est simple, depuis que la VAP existe, il y a moins d'ados fumeurs. Comment, toi qui es plutôt du côté des lobbyistes, on va dire, de la VAP, quelles actions vous menez pour essayer de contredire ces fake news sur lesquelles ils se basent pour faire leur législation? Disons que c'est pas vraiment des fake news, c'est comment les médias et le grand public ont réussi à détourner certaines informations. Je pense que la chose la plus importante à comprendre, c'est qu'aux US, on a les boutiques indépendantes et on a aussi l'équivalent des guillemets ouvrez les guillemets buralistes. Mais ces buralistes sont plutôt des shops fourre-tout où on peut aller acheter une canette de coca, un paquet de chips, une bière. Tu veux dire par là que ce genre de magasin n'apporte pas le même conseil qu'un magasin spécialisé? Et exactement, mais ce ne sont pas non plus que des buralistes. Ils font pas, c'est pas leur principal métier. Le tabac ici aux US a toujours été ce qu'on appelle un side job. C'est tiens, on va vendre aussi des cigarettes parce que ça peut rapporter, mais c'est tellement taxé que ça va rapporter beaucoup moins que le reste. D'accord. Donc, ces boutiques qui n'ont pas justement ce côté conseil, la plupart des gens, des entrepreneurs et des employés dans ces boutiques, ne savent même pas ce qu'est de la VAP, ce qu'est un système ouvert, ce qu'est un système fermé, ce qu'est un e-liquide. Ils les ont dans leur rayon et les gens disent on arrive, tiens, je veux ça, est-ce que tu as quelque chose pour vaper? Ils prennent la première chose qui passe et ils le donnent. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette dualité qu'il faut comprendre. Néanmoins, les chiffres qui sont rapportés et qui sont obligatoires, on a la même chose en France, INI, Nielsen, sont des chiffres qui se rapportent uniquement à ces boutiques-là, entre guillemets, les buralistes, et qui ne rapportent pas les boutiques indépendantes. Les boutiques indépendantes ne sont pas recensées du tout. D'accord. Et ces boutiques indépendantes, il y en a entre 20 et 30 000 aux US. Mais comme elles ne sont pas recensées et le recensement n'est pas obligatoire, c'est très difficile de savoir comment elles se portent. D'un autre côté, quand on a ces buralistes
qui, eux, en ont vraiment rien à faire, qui laissent rentrer les mineurs dans leur boutique, qui leur donnent des produits n'importe quand. J'ai fait le test régulièrement. Je donne $20 à un gamin de 14 ans dans la rue. Je lui dis, tu peux aller dans ce buraliste et m'acheter un paquet de pots Joule, par exemple. Le gamin va rentrer, il va ressortir sans problème à chaque fois avec le paquet. On lui demande pas de pièce d'identité, on lui demande rien. Et en fait, ce phénomène s'est tellement amplifié et a donné la possibilité aux lycéens, aux collégiens d'aller se fournir en vape parce que c'était le truc cool à l'école. Et ça a créé tellement une puissance, et il y a un gros lobby des parents, des écoles aux États-Unis qui ont tellement poussé en disant que c'est l'industrie du tabac qui essaie de rendre accro nos enfants, parce qu'il faut aussi comprendre que chez ces buralistes, les produits principaux sont des produits qui viennent de l'industrie du tabac. Bien sûr. Du coup, quand on regarde les données Nielsen et qu'on voit qu'il y a 70% d'augmentation des ventes, que beaucoup de jeunes ont accès à ça, ça ne prend pas du tout en compte les résultats des boutiques spécialisées. Et on se retrouve avec des données qui montrent vraiment que la vape est en train de grandir, qu'il y a de plus en plus de gamins, et que la vape qui appartient à Big Tobacco est en train de grandir. Alors que dans les faits, nous on a fait des études auprès des membres du VTA, des membres du SFATA, des membres de CASA, pour savoir un petit peu quels sont les chiffres d'affaires. Et on a estimé qu'au lieu d'avoir 70%, comme disent les chiffres Nielsen, des produits de la vape qui viennent de l'industrie du tabac, on est plutôt près des 20%. Et tout ce gap n'est représenté nulle part parce qu'il n'y a pas d'obligation de s'enregistrer. Ah oui, donc la meilleure des règles, on va dire, des lois, enfin en tout cas des règles, serait de laisser la vape aux magasins spécialisés uniquement. Exactement, ou bien trouver un moyen, une niche de produits que seuls les buralistes pourraient développer, et tout le reste passerait par les boutiques de la vape. Alors on a aussi un autre phénomène qui est assez intéressant et que l'on voit grandir de plus en plus ces derniers mois, c'est que dans les endroits un petit peu plus ruraux, là on a vraiment la spécificité de la boutique de la vape, et on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de vapoteurs réguliers dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains. Ah, d'accord. Aujourd'hui, aux US, on a à peu près 38 millions de vapoteurs. Alors qu'ici, en Europe, c'est un peu le contraire. Exactement. Le vapoteur est plutôt urbain, c'est compliqué d'envoyer la vape à la campagne. Exactement. Eh bien ici, ça s'est ancré dans la campagne parce qu'à la campagne, les gens bénéficient quand même de la réduction des risques et de la réduction des coûts. Parce qu'aller s'acheter une fiole de e-liquide, c'est quand même beaucoup moins cher que des paquets de clopes. À New York, ici, le paquet de clopes, c'est $15 minimum. Ouais, d'accord. Alors, donc ça fait à peu près 12 €. Quoi. Dans chaque État, vous avez le pendant du ministre de la Santé, on va dire. Le Department of Health de chaque État. Quelle est la position du corps médical sur la vape? Est-ce que vous arrivez quand même à trouver des chercheurs, des scientifiques, des médecins qui ont compris l'intérêt de la réduction du risque de la vape? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le problème, c'est que derrière, on se retrouve face à certains lobbies. Je vais reculer un petit peu, expliquer un petit peu l'histoire, parce qu'on a aux US, comme en France, on a vraiment cette polarisation politique. On a les démocrates d'un côté, les républicains de l'autre. Traditionnellement, les républicains sont pro-tabac, donc pro-vape, et les démocrates sont contre le tabac et pro-pharma. Donc on a beaucoup d'associations comme la American Heart Association, American Lung Association, les associations pour le cœur, pour le poumon, et les associations de parents d'enfants, Campaign for Tobacco Free Kids. D'accord. Beaucoup d'argent qui est donné à ces associations vient des démocrates et vient des anti-tabac. Donc ils sont anti-tabac comme la vape, étant donné ce que j'ai expliqué auparavant. Et considéré comme du tabac. Produit de Big Tobacco, automatiquement, c'est niet, on ne veut pas en entendre parler. D'accord. Et tout ce lobbying
est vraiment fait pour démoniser la vape. Ce qui fait que on arrive à des endroits où on peut aller et carrément regarder bizarrement. Ah, mais tu vapes, mais c'est beaucoup plus dangereux que la cigarette. Ah oui, oui. Ben non, c'est pas plus dangereux. Et on a même des scientifiques américains, des médecins américains qui disent mais c'est beaucoup plus safe. Et on a notre fameux Stanton Glantz qui est le démon. Désolé, mais lui, j'aimerais bien qu'il attrape le Covid, un de ces quatre. Alors, pour rebondir sur la politique, on sait que Michael Bloomberg a beaucoup investi dans la campagne de Biden. On sait donc que Bloomberg va se rapprocher de la sphère présidentielle et on sait que Bloomberg est un anti-vape acharné. Ça vous fait pas peur, un petit peu quand même ? Eh ben si, ça fait peur parce que les US étant un petit peu comme l'Europe, il y a l'État fédéral, c'est un petit peu comme l'Europe et chaque pays est un État ici. On a de plus en plus d'États. Ça a commencé par les villes. La première ville, ça a été San Francisco, à bannir les saveurs. Ouais. Donc en fait, on peut vaper que du tabac ou du menthol. Après, on banne le menthol parce qu'on dit que ça amène aussi les enfants. Donc il n'y a que tabac. Je prends l'exemple de l'État de New York dans lequel je suis. Je ne peux acheter que du tabac. Je peux acheter que goût tabac. Oh là là. Et un petit peu de menthol s'il y a moins de X% de menthol. Enfin, c'est complètement aberrant. Donc, on a de plus en plus de villes et d'États qui commencent à bannir les saveurs parce qu'ils disent que les saveurs, ça attire les enfants. Et ça attire les enfants. Malgré toutes les recherches et même des polls online qu'on fait qui montrent que la plupart des utilisateurs de saveurs fruitées ou desserts sont des gens qui ont arrêté de fumer et qui n'ont pas envie de retourner vers les saveurs tabac. Et ce sont des adultes. Et on a 75% des cas et des adultes qui vapotent d'autres saveurs que le tabac. Et ça fait vraiment peur. Et toutes ces initiatives auprès des villes ou des États sont portées par des démocrates. D'accord. Alors, en fait, aux États-Unis, une ville peut décider d'interdire un produit, quel qu'il soit. Exactement. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il existe beaucoup d'associations d'utilisateurs de la vape? Est-ce qu'il existe des fédérations de professionnels pour lutter contre ça? Il y a la plus grosse qui est le VTA, le Vapor Technology Association, dont j'ai été un membre fondateur en déménageant ici aux US, qui se bat tous les jours pour la vape. Une fédération professionnelle? Alors, le pendant de la FIVAP dans un État? Le pendant de la FIVAP, c'est VTA. Ah d'accord, c'est utilisateur et professionnel ou que professionnel? C'est que professionnel. Les utilisateurs, c'est l'association qui s'appelle CASA. D'accord. CASAA. D'accord. Et toutes les actions de lobbying que nous faisons, toutes les recherches et les données que nous commanditons sont faites ensemble. D'accord. On est vraiment bien ensemble sur tous ces sujets. D'accord. Et il y a également aussi la AVA, American Vaping Association, qui est incarnée par Greg Conley, que l'on voit partout dans les médias et qui parle beaucoup. Donc on a cette tripartie qui travaille ensemble. Donc on bénéficie de quand même pas mal de puissance. Mais est-ce que cette puissance donne-t-elle des résultats? Voilà, une ville, San Francisco, interdit les arômes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh ben, c'est ça le problème. Tout le travail doit être fait en amont. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est très difficile à défaire. Et il se trouve que, là, je prends juste j'ai pris l'exemple de San Francisco parce que c'était la première. Mais ce mois-ci, ça va être voté à Trenton dans le New Jersey. Ça va être sur l'agenda à Tampa en Floride. C'est partout que ça arrive et on arrive à contrer ce genre de législation et ce genre d'amendement dans 95% des cas. Donc on a vraiment une très très grosse force de frappe. Donc on a une force de frappe fédérale et après on a un lobbyiste par État qui discute avec les lobbyistes des autres sociétés. Encore une fois, je sais que le mot lobbyiste en France est très négatif, mais chaque
professionnel qui défend sa profession est un lobbyiste, il fait du lobbying. C'est ça. Dans les villes ou les États qui interdisent les arômes, on pourrait se dire, tiens, eh ben, on va commander sur Internet. Or, une loi a été votée il y a peu de temps à propos de l'envoi de produits de la vape par la poste. Alors ça, c'est la petite surprise de fin d'année qui a été passée dans ce qu'on appelle le Coronavirus Relief Bill. Donc, on votait les budgets pour les aides, pour donner des aides aux gens du coronavirus. Et de derrière les fagots, à la dernière minute, hop, on a mis 2 petites lignes en disant, dans ce gros document qui fait plus de 1000 pages, 2 petites lignes en disant, tiens, au fait, on va demander à la Poste, je prends les équivalents en France, à la Poste d'interdire le shipment et l'expédition des produits de la vape. Boum, d'un coup. Donc, je pense que il va y avoir beaucoup de challenges à faire appliquer ça. D'un autre côté, aux US, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a la Poste, mais derrière, on a FedEx, on a DHL, on a UPS, qui sont beaucoup plus utilisés que la Poste. USPS dépend du gouvernement. Les 3 autres ne dépendent pas du gouvernement. D'accord. Donc, on se retrouve avec quand même beaucoup de possibilités, mais ça donne quand même un message fort. Et surtout que ce message est basé sur rien du tout. C'est 2 personnes au gouvernement qui ont décidé de mettre ça à la dernière minute dedans. Et le pire, c'est que c'est passé, pas parce que les gens veulent le faire, c'est parce que personne d'autre l'a vu. D'accord. Alors, combien vous êtes de fabricants, tu sais à peu près, de fabricants de e-liquide aux États-Unis? Fabricants de e-liquide, si j'ai envie de dire, sur les plus connus et les plus gros, il y en a une 50aine. Si on prend vraiment tout jusqu'au plus petit, il y en a 500-600. D'accord. Mais c'est très très difficile de savoir. Ce que je sais, parce que je suis contacté très régulièrement par pas mal de grosses marques, hein, des anciennes marques qui ont eu leur jour de gloire. Je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui se reconvertissent sur du CBD ou qui essaient j'ai envie de dire, de vendre leur business au plus offrant très très vite. Est-ce que vous avez une taxe? Est-ce qu'il y a une taxe particulière sur la vape? Alors, il y a des taxes par État, il y a même des taxes par ville. Ça doit être compliqué de distribuer aux États-Unis. Hein. C'est super difficile. C'est super difficile. Sans compter que quand on veut distribuer, par exemple, si on est basé à New York et qu'on veut distribuer à Chicago, il va falloir s'enregistrer auprès du gouvernement à Chicago et payer les taxes à Chicago. Si on est distributeur Internet et qu'on vend en Californie, pour les clients qui sont en Californie, on va devoir leur appliquer la TVA californienne. Pour ceux qui sont à New York, la TVA new-yorkaise. Et c'est vraiment très très compliqué. Et tout ça, c'est un petit peu des zones floues au niveau réglementation, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment faire, et il y en a beaucoup qui ne font tout simplement pas et se font rattraper 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, et du coup mettre la clé sous la porte. Alors justement, à propos de mettre la clé sous la porte, entre toutes ces lois et la crise sanitaire, y a-t-il eu beaucoup de fermetures de magasins? Est-ce qu'il y a une croissance, une décroissance des magasins? Il y a une décroissance et une consolidation des magasins. Il y a beaucoup de... Je le vois juste dans mes connaissances proches, des entrepreneurs qui ont une dizaine de boutiques par-ci, une dizaine de boutiques par-là. On les voit se mettre ensemble pour consolider un petit peu tout leur stock et toute la gestion au jour le jour. Et je pense que ça va vraiment continuer. Et malheureusement, on risque de voir dans les prochains mois pas mal de boutiques qui vont mettre la clé sous la porte, parce qu'on arrive sur certaines échéances également de la FDA où on va voir beaucoup de produits qui vont directement être interdits. Il faut préciser que vous avez une réglementation sanitaire beaucoup plus souple qu'en Europe. Exactement, il n'y a pas besoin de faire test d'émission, il y a besoin de rien faire de tout ça. Et je ne comprends pas cet extrémisme au niveau de la législation, alors qu'il pourrait prendre
alors je sais pas, c'est un grand exemple, mais exemple en tout cas au moins sur l'Europe qui donne des règles sanitaires très précises et très pointues. Pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi, au lieu de dire, bon, il y a un produit, il y a un marché, il y a une réduction des risques, pour ceux qui acceptent la réduction des risques, pour rendre ce produit sûr, donnons-lui des règles sanitaires. Pourquoi ils ne font pas ça? Je ne sais pas. Et tu sais quoi, contrairement par exemple au cannabis, ben, c'est comme ça qu'ils pensent pour du cannabis. On a compris, il y a des bienfaits, il y a la possibilité que ça aide les gens. Alors, on va essayer d'encadrer la pratique du cannabis. C'est ce que font chaque État en attendant que ça devienne fédéralement légal. Par contre, pour la vape, ça n'a pas été le cas. Et on se retrouve vraiment dans des situations complètement absurdes. C'est ubuesque. Chez vous, c'est ubuesque. Exactement, ça n'a aucun sens. Mon dernier meeting avec Scott Gottlieb, le commissaire de la FDA, juste avant qu'il soit parti, on avait donc Scott Gottlieb, on avait HHS, Health and Human Services, c'est le ministère de la Santé fédéral, et on avait SBA, Small Business Administration, l'entité qui aide les petites entreprises sur un call. Et du coup, moi j'étais en présentiel avec Scott Gottlieb, je lui présente tout un tas de documents, évidemment, il y en avait 75% qui venaient d'Europe, avec de la recherche, de tout ce qui se passe, et je leur explique chacune un petit executive summary de chaque pièce de recherche, et là, j'ai quelqu'un qui était au téléphone de HHS, donc du ministère de la Santé, tout le monde écoutait vraiment très intensément. Et cette personne dit non, mais de toute façon, ça compte pas parce que ça, c'est en Europe. Et ma réaction immédiate, c'est pourquoi mes poumons sont différents des tiens? Et là, gros silence pendant 10 secondes. Et Scott Gottlieb, qui était en face de moi, qui était quand même investisseur dans une grande chaîne de boutiques de vape avant de devenir commissaire de la FDA, on l'a forcé à vendre ses actions avant de le devenir, me regarde avec un sourire en coin en me disant « Mon Dieu, qu'ils sont cons mes collègues !» Et ça te donne vraiment une idée de la politique ici et de comment les gens pensent. C'est vraiment narrow-minded. Je suis désolé, ça fait trop de temps que je suis ici, je perds mon français, mais il y a des œillères, quoi. Ah mais non, mais c'est ce qui se passe là-bas, c'est forcément différent, il y a des standards différents. Donc voilà un petit peu c'est compliqué. Le champ de bataille, quoi. Malgré tout, est-ce que la vape arrive à récupérer des primo-arrivants en ce moment, ou c'est compliqué? C'est difficile de dire. Je te le dis par expérience, des gens que je connais et des amis à moi qui possèdent des sociétés de vape. Oui, ils y arrivent. Il y a beaucoup de gens qui mettent encore pour la première fois leurs pieds dans une boutique de vape en disant j'ai envie d'arrêter. Je regardais juste, à titre d'exemple, sur mon Facebook la semaine dernière, donc la première semaine de rentrée. Et je voyais beaucoup d'histoires de ces patrons de boutiques qui disaient « Ah, c'est trop cool pour la nouvelle année, j'ai déjà converti 10 fumeurs. » Non, on a beaucoup de relais ici, de possibilités pour faire ça. Encore une fois, un pays capitaliste. Ici, chaque boutique de la vape a entre 10 et 25% de son budget qui est uniquement dédié au marketing. Quand on parle de ça en France, c'est 2, 3, 5% maximum. Ici, c'est beaucoup de marketing. Et il y a beaucoup de boutiques qui offrent carrément des kits en échange si on achète 1 ou 2 liquides. Ils vont tout offrir aux primo-accédants. À ce sujet, j'ai souvent interviewé Phil Buzardo et puis d'autres patrons de grosses marques américaines, Gavin Tucker, enfin voilà. Et j'ai cru comprendre que la vape américaine était pas la même que la vape européenne. J'ai cru comprendre que en Europe, c'était plus considéré effectivement comme un outil de sevrage. Et mon impression, tu vas me dire si elle est fausse ou pas, c'est qu'aux États-Unis, ça reste très ludique. Exactement. Et tu as un bel exemple de ça. Qu'on a vu en France récemment d'ailleurs il me semble c'était la France a un incroyable talent. Il y a un groupe de 5 personnes qui ont débarqué et qui ont fait des vape tricks
En France, avec les juges français, c'est pas du tout passé. Quelque chose comme ça, aux US, les mecs, ils auraient passé le deuxième tour direct. Parce qu'il y a ce côté entertainment, ce côté ludique, ce côté on peut vapoter partout. Est-ce que ça serait pas un angle de communication pour les associations, les fédérations chez vous, de dire bon, la vape, oui, ça peut être ludique, mais c'est surtout un outil de sevrage tabagique et ne pas essayer de les caresser dans le sens du poil. Vous prenez une box 200 watts avec un liquide aromatisé à 43%, vous allez faire des gros nuages? Non, ça reste quand même une minorité de hardcore vapoteurs, côte ouest surtout. C'est vraiment pas une grosse majorité. Par contre, c'est vrai que c'est perçu comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire que la vape est un produit de sevrage tabagique. Aujourd'hui, on a des marques qui s'appellent par exemple Focus ou Calm, qui se font, on leur envoie une demande de retrait du marché de la FDA, parce que pour eux c'est considéré comme un claim médical. Bien sûr. De dire que ça permet de se calmer, c'est un petit peu le même. On a le même concept en France avec le CBD où on dit que ça peut aider. Et pour la vape, c'est exactement ça aux US. On n'a pas le droit d'utiliser aucun argument du sevrage tabagique. C'est un petit peu, enfin c'est pas tout à fait le cas, mais on n'a pas le droit, par exemple en Europe, de dire si vous vapez, vous allez avoir des dents plus blanches ou vous allez péter la forme. Vapez goût Red Bull et puis vous aurez pas le droit non plus. Écoute, là on a quand même fait un tour de la vape aux États-Unis. Je t'en remercie, Arnaud. Si je fais le bilan, l'avenir reste sombre aux États-Unis. Aussi dû à l'arrivée de Biden sous Trump, ça a été moyen, mais là, sous Biden, avec Bloomberg à ses côtés, ça risque d'être un petit peu plus compliqué que maintenant. Je vous souhaite bon courage. Bon courage. Ça va être difficile. La crise sanitaire continue toujours chez vous, j'imagine? Toujours. Donc les magasins sont fermés actuellement? Non, en fait, on est un petit peu dans un microclimat ici à Manhattan, parce qu'on est une ville très internationale, avec tout le monde qui a l'habitude de voyager, tout le monde porte le masque. Dans Manhattan, proprement parlé, je ne parle pas de New York, que de Manhattan, on a parmi les taux les plus bas, mais je dois dire qu'il y a vraiment un point positif de cette pandémie de merde, excuse-moi du terme. De merde. Mais il y a un point positif, c'est que les Américains ont enfin découvert ce que c'était que de manger en terrasse. Parce qu'il y avait zéro terrasse nulle part. Et maintenant, on a carrément bloqué des rues, notamment à Manhattan. Il y a 10% des rues qui sont bloquées pour autoriser les restaurants à mettre leurs terrasses. Et c'est un peu plus difficile maintenant qu'il fait froid. Mais je dois dire qu'en automne, septembre, octobre, c'était très agréable d'aller se poser sur la 5e avenue et de manger en terrasse. Bon. C'est bien, un petit coin positif Exactement. dans cette épidémie de merde. Bon, merci Arnaud, je te dis à bientôt. Peut-être un Vape Expo, prochain Vape Expo au mois de juin à Lille. J'espère pouvoir revenir. Voilà, en espérant que ça puisse se faire, il n'y a pas de raison. Allez, merci Arnaud, je te dis à bientôt. Salut. Merci, bye bye. Ciao.